ça parle d'un tout un ensemble de bonnes pratiques pour développer des produits de bonne qualité et aussi s'amuser en écrivant le code. On a fait de l'écriture à quatre mains, on pourrait dire que c'est du pair writing finalement. Ça a été assez efficace, on retrouve toutes les qualités du pair programming. Quand on a reçu nos premiers exemplaires, il y avait un peu un côté ça s'est concrétisé. Et puis il y avait l'autre côté, effectivement, l'appréhension des retours. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bienvenue dans un nouvel épisode de Because. Je suis Silvio Vasconcelos, consultant chez KB, et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Arnaud Thieffen. Bonjour Silvio, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et dire ce que tu fais? Alors moi je suis dev depuis environ une vingtaine d'années, essentiellement en environnement Java. Puis depuis quelques années je fais aussi du coaching et je donne des formations. Et globalement je suis passionné par tout ce qui est en DD, c'est-à-dire TDD, BDD, DDD. Et donc actuellement depuis 5 ans je suis crafter chez Arola. Ok. Je t'ai demandé de venir parler au micro, parce que tu n'en as pas parlé, tu es trop humble, parce que tu as récemment écrit en collaboration avec d'autres développeurs et artisans craft un livre qui est du coup sur le sujet du craft. Est-ce que tu peux rapidement m'en parler, justement le sujet du livre, pour dire aux gens, donner envie aux gens de le lire par exemple? Alors oui, effectivement, le livre s'appelle Software Craft, TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles, donc qui a été coécrit avec Cyril Martrer, Dora Barktagiz, Oussam Faki et Fabien Yegel. Donc ça parle d'un tout un ensemble de bonnes pratiques pour développer des produits de bonne qualité avec un code à la fois lisible et maintenable et aussi s'amuser en écrivant le code, en tout cas prendre que ce soit une expérience relativement plaisante pour les différents participants. Mais du coup, en général, quand tu lis des articles craft ou livres, parce que j'ai été amené à en lire quelques-uns, tu as différents niveaux de lecture en fonction de ton niveau de seniorité. Toi, tu dirais que c'est un livre pour qui? Est-ce que moi, si je suis quelqu'un qui ne connaît pas du tout le craft, est-ce que je pourrais le lire par exemple? Alors, au départ, on l'a ciblé pour que ça s'adresse à tous. Mais on a aussi eu le souci que ce soit accessible aux développeurs les plus juniors. Et l'idée, c'était que dès le départ, de pouvoir prendre les bons réflexes, en tout cas liés aux bonnes pratiques, et de ne pas attendre plusieurs années, comme ça avait été le cas pour nous, pour découvrir le craft. Et après, devoir corriger tout un tas de mauvaises habitudes qu'on avait prises. Et ce qui s'est passé, c'est que au fil des mois, à partir du moment de la mise en vente, on a eu la surprise d'avoir tout un tas de retours de la part de développeurs et de développeuses qui sont plus des vieux de la vieille, avec un certain niveau d'expérience, et qui ont aussi trouvé leur compte et qui ont trouvé en tout cas plein d'infos utiles pour eux. Ouais, donc là-bas c'était découverte pour tous, mais les gens le considèrent limite comme un possible livre de chevet craft, en mode si t'as parce que je l'ai rapidement lu, et comme c'est bien, il y a des chapitres par thème, je me dis que c'est un bon livre à avoir à côté de soi, en mode j'ai un petit doute sur comment bien faire du pair programming, comment faire du mob programming et tout. Je pense que des retours que vous avez eu, j'ai l'impression que même avec de l'expérience, le livre est quand même utile. C'est complètement ça. En fait, ça compile aussi ce qu'on a pu... on a passé, nous, en tant que crafter, on a lu énormément de bouquins en fait, sur différents sujets, que ce soit Clean Code, Refactoring, Working with Legacy Code, TDD by Example, tout un tas d'auteurs. Et c'est vrai que quand on veut se lancer dans le craft, ça fait beaucoup d'un coup. Et encore, je cite pas tous les bouquins. Donc on avait ce souci d'avoir une sorte d'ouvrage de synthèse sur le sujet. Alors, bien évidemment, ça va pas rentrer dans tous les détails pour chaque sujet, mais on a vraiment cherché à donner les billes essentielles, en tout cas pour chaque partie.
Bah, j'avoue que c'est quand même assez pratique d'avoir un truc qui regroupe un certain nombre de sujets, enfin beaucoup de sujets pour le coup du craft, parce que moi, la liste de livres à lire pour couvrir tous les sujets couverts par votre livre, bah, tu te retrouves à dire bah, j'ai une lecture pour 1 ou 2 ans pour pouvoir lire tous les sujets, en fait, si on prend Ah les oui, livres un par un, quoi. ça prend beaucoup de temps. Après, on est bien conscient que bah, c'est un tour d'horizon. Et c'est pour ça aussi qu'on a ajouté un chapitre en annexe pour orienter en fonction des appétences de chacun bah, sur d'autres ouvrages de référence qui creusent plus en détail tous les sujets. Ok. C'est bien, on a bien fait la pub du livre, mais à la base, on était quand même là pour parler de l'exercice d'écriture du livre, parce que c'est quand même un truc. Enfin moi, quand on me dit j'ai écrit, enfin quand tu m'as dit que tu avais écrit un livre, j'ai fait, ok, bah comment t'as pu faire un livre en fait, comment t'as eu l'idée, les trucs comme ça. Du coup, bah, déjà première question, c'est comment en fait vous avez eu l'idée de faire un livre? Est-ce que c'est Cyril qui s'est... Parce que je sais que c'est Cyril qui était un peu le fer de lance de ce livre, enfin on va dire comme ça. Est-ce qu'un matin il s'est levé, il s'est dit, tiens, je vais écrire un livre sur le craft. Est-ce que ça s'est passé comme ça en fait? Alors ça s'est pas exactement passé comme ça. C'est-à-dire que c'est pas lui qui s'est levé un matin en disant qu'il allait faire un livre sur le craft. C'est plutôt notre éditeur, donc en l'occurrence Duno, qui s'est levé un matin qui a dit on a besoin d'un bouquin sur le craft. Et donc bah, comme Cyril a une certaine autorité sur le sujet dans la communauté française, il a été contacté par Duno. Et donc, bah, ils lui ont passé commande pour faire le livre. Après, pour diverses raisons, et je pense notamment bah, le fait qu'il sortait d'un autre processus d'écriture, bah, il se voyait pas forcément le faire seul, et donc il a préféré partir sur un projet collégial à plusieurs. Et donc, bah moi, quelque part, j'ai eu la chance, quand on m'ait proposé de rejoindre le projet, bah, en tant que formateur chez Arola, voilà, je pense qu'on me l'a proposé par rapport à ça. Et puis bah, ça a été une super aventure après. Mais en fait, est-ce que tous les auteurs du livre, parce que vous êtes quand même pas mal, est-ce que c'est que des gens qui faisaient des formations ou autres, ou est-ce qu'il y a un, une- l'équivalent d'une recherche d'auteurs, de co-auteurs sur le livre en fait? Comment Cyril, enfin, toi t'es passé parce que tu faisais des formations à Rolla, mais toutes les autres personnes qui ont écrit, c'était du contact directement avec Cyril ou Alors pour le cas d'Oussam, en fait, il avait monté un programme de formation parce que lui, il était directeur technique de la Combe du Lion Vert, donc qui était une société partenaire d'Arola, et donc il avait mis en place pour toutes les nouvelles recrues un programme de formation sur 1 mois pour vraiment les former au craft, et qu'en sortant de ce mois de formation, bah, ils soient vraiment aguerris, à l'aise avec le TDD, le clean code et tout ce qui va avec. Donc naturellement, il a été contacté par Cyril. Je pense que Dora nous a rejoint l'équipe pour les mêmes raisons, parce qu'elle était très impliquée dans ce programme de formation. Et puis bah, moi après c'est Oussam qui m'a proposé de participer au projet. ouais, donc ça restait ça. Bah, après, même si les profils étaient quand même des personnes très expérimentées, c'était des gens enfin des connaissances directes ou indirectes de Cyril à la base, quoi. Oussam parce il a fait le plan de formation chez la Combe, et après du coup ça restait un travail entre personnes qui se connaissent plus ou moins. On se connaissait tous au Ouais, ok, départ. parce que ça aurait très bien pu être un projet un peu open source où des gens qui ne se connaissent pas écrivent ensemble dans l'espoir de produire quelque chose. Très bien, mais du coup, moi, la première question que je me suis posée, quand on parle enfin, question, c'est la réflexion que je me suis fait, c'est quand tu écris un livre,
l'exercice, il doit être vraiment très différent de, par exemple, l'écriture d'articles. Moi, j'ai été amené à écrire 1 ou 2 articles. Déjà, j'en vois pas le bout parce que c'est dur de mettre en place ces idées, des trucs comme ça. En fait, au niveau du scope d'un livre, comment vous voyez la fin du livre, en fait? C'est compliqué de se dire, bah, on va produire ça, ça va être dans X temps. Alors, pour faire simple, on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la fin au départ. C'est vraiment un saut dans l'inconnu. Et c'est quelque chose de quelque part de moi que j'ai vécu comme très risqué. Parce que ça voulait dire potentiellement c'était énormément d'efforts investis dans cette activité, et puis peut-être qu'on n'atterrirait jamais, et peut-être que ça serait pas publié pour diverses raisons. Soit on n'aurait pas suffisamment de courage, soit l'éditeur trouverait que c'était trop mauvais pour être publié. Et donc par contre, ce qu'on s'est dit à plusieurs au départ, c'est que en faisant ça, on allait forcément apprendre beaucoup de choses. Et ça a été le cas, parce que sur certains sujets, personnellement, ça m'a permis de renforcer mon expertise, d'être beaucoup plus à l'aise pour en parler, d'arriver à surmonter aussi un certain syndrome de l'imposteur. Donc ça a aidé à tout ça, et de faire beaucoup de recherches. Et puis quand on écrit, on veut être le plus précis possible. On veut pas raconter d'âneries, en fait. Donc tout est creusé, en fait. Voilà. Ouais, j'imagine qu'au niveau recherche, parce que déjà quand tu écris un article, tu te dis j'ai pas envie de raconter des trucs qui sont aberrants, dire en fait premier commentaire de l'article, on va me dire t'as dit A, en fait c'est complètement B. Mais là, en soi, sur un article, tu peux te dire, on m'a fait un commentaire, je le mets à jour. Bon, après, s'il est publié dans un magazine, tu vois. Mais j'imagine que ça, le fait de se dire, je produis quelque chose, ça va... le livre, il est comme ça, quoi. Il sera pas refait, enfin, par certaines exceptions. J'imagine que ça devait être dur pour l'écriture des différents chapitres. Ouais, il y avait un aspect mise en prod, mais pas patchable, en fait. Donc, fallait vraiment pas se louper. Mais pour ça aussi, on a bénéficié de l'accompagnement de l'éditeur. Hein. C'est aussi son rôle de nous accompagner vers quelque chose qui soit, entre guillemets, production ready. Donc ça a beaucoup aidé. Puis par rapport à un article, en fait, on n'est pas du tout dans le même scope. Alors, un article, c'est vrai que déjà, c'est éprouvant à écrire. J'en ai eu plusieurs qui sont sortis, par exemple, sur le blog d'Arola ou dans le magazine Programmé. À chaque fois, ça demandait énormément d'efforts, de relecture. Alors, avec Programmé, ce qui était bien, c'est qu'il y avait la notion de deadline, donc ça pouvait habituer à ça. Puis un article, si on se loupe, tant pis, c'est un effort plus modéré, on va dire. Et puis comme tu dis, on peut le mettre à jour quand c'est en ligne, on peut le mettre à jour après. Si c'est dans un magazine et qu'on s'est loupé, au pire, tant pis, c'est un mauvais moment d'un mois à passer pendant l'apparition, puis après on oublie. Mais voilà. Après, le travail d'édition sur le livre a été beaucoup plus minutieux, beaucoup plus chronophage. Il y a eu toute la partie, donc ça on en rediscutera après, mais synchronisation avec les co-auteurs aussi. Et puis il y a aussi l'aspect que, contrairement à un article, un livre c'est pas gratuit en fait. Pour la personne pour les lecteurs qui vont consentir à l'acheter. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'effort pour le lire, parce qu'on parle de plusieurs centaines de pages, donc c'est un certain nombre d'heures et d'investissement pour le lire. Donc il faut vraiment qu'on soit... Tu parles de l'aspect financier. Je me suis permis de te couper. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur le prix du livre ? Non, ça a été fixé par l'éditeur, mais... Nous, on voulait pas non plus que ce soit un prix qui soit rédhibitoire, en fait. Donc, je pense que le prix qui a été proposé, de mémoire, il me semble que c'est un peu moins de 30 €. Par rapport aux bouquins tech ou d'IT, je pense que, et par rapport au contenu, je pense qu'on est quand même relativement dans une moyenne honnête. Hein, mais du coup, l'éditeur, il s'est pas dit, il y a X chapitres, ça sera vendu tant d'euros. En fait, c'était plus, j'imagine que l'éditeur avait une tranche en disant
bah, on veut pas être un livre qui coûte 60 euros parce que personne l'achètera et c'est derrière où vous êtes dit bah, on va rester sur une tranche qui permet au plus de gens de l'acheter, quoi. Alors, honnêtement, on n'a pas eu trop notre mot à dire. Okay. Ça a été fixé par l'éditeur. Après, il se trouve que c'était plutôt en accord avec l'idée qu'on s'en faisait. Donc ça a pas, en fait, ça n'a pas suscité de discussion de ce point de vue-là. Ok. Du coup, ouais, t'as parlé de relecture et des trucs comme ça. Mais toi, en fait, comment les différents auteurs vous étiez amenés à écrire, en fait? Est-ce que vous étiez défini en amont, bah, toi, tu fais tel chapitre parce que tu as plus d'appétence avec le TDD, par exemple, ou pas du tout, en fait, chacun écrivait un peu sur tout. Alors, c'est vrai qu'au niveau des différents co-auteurs, on avait chacun plus ou moins nos zones où on était un peu plus expert que les autres. Donc, on s'est répartis comme ça au départ. C'est comme ça, et aussi par envie d'en parler. Hein. Et donc, moi, j'avais beaucoup envie de parler de legacy, de refactoring et de clean code. Donc, au départ, je me suis positionné sur ces chapitres. Puis d'autres auteurs se sont positionnés sur d'autres chapitres. Donc, ce qui était pratique, c'était que on se marchait pas les uns sur les autres pour faire ça. Par contre, il y a eu quelques difficultés sur certains chapitres où on s'est aperçu que des fois il y avait un petit peu des doublons, des redites. Donc après, sur la fin, il a fallu réorganiser un peu tout ça. Ok. Et est-ce que parce que du coup, il y a eu des redites et tout, mais comment vous avez été amené à le voir? Parce que toi, par exemple, tu travaillais, on va dire, sur du refactoring, après sur un chapitre refactoring, après tu as vu Legacy Code, quelqu'un d'autre avait possiblement travaillé dessus, tu as relu le truc et tu as dit, ah mais attends, je viens de le dire à l'instant à l'instant. Dans mon autre chapitre, en fait, comment c'était juste au niveau de la relecture de code, Oui, c'est au niveau de la relecture. Alors c'est arrivé par exemple sur l'histoire des commentaires honteux, c'est-à-dire ne pas mettre de commentaires qui n'apportent pas de valeur documentaire. On s'est rendu compte que j'en parlais sur le chapitre Clean Code et puis qu'un autre des co-auteurs en parlait dans le chapitre des techniques avancées de design. Donc du coup on a gardé aux deux endroits, mais on en a parlé d'une façon différente. Comme okay. ça permettait aussi d'insister sur ce point qui nous paraissait assez essentiel. Ok. Et du coup, est-ce que vous aviez été amené est-ce que toi, tu as été amené à écrire un chapitre avec quelqu'un d'autre? Naturellement, je l'ai dit, j'ai des relectures de code, parce que quand on en parlait ensemble, on faisait beaucoup de comparatifs avec des process de code, et un exercice de programmation, de manière de coder qui est décrit dans le code, par exemple, c'est du pair programming. Est-ce que vous étiez amené à faire ça aussi au niveau de l'écriture? On a fait de l'écriture à quatre mains, on pourrait dire que c'est du pair writing finalement. Et donc sur le chapitre sur les soft skills, par exemple, ça s'est fait à deux avec Oussam. Et donc 1 à 2 fois par semaine, on se réunissait pendant 1 heure ou 2 pour justement écrire. Donc au départ, on a élaboré le plan, puis après on remplissait les paragraphes les uns après les autres. Et ça a été assez efficace. Ça permet aussi de lever le doute quand on écrit. Ça évite le côté je m'enchaîne à mon bureau pour écrire parce qu'il faut quand même que ça avance. Donc en fait, on retrouve toutes les qualités du pair programming. Parce que des fois, soit on n'a pas envie, soit on ne sait pas trop par où commencer. Et les deux peuvent être liés. Et à deux, ça permet déjà de plus se lancer. Ouais, mais j'imagine qu'après, là, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire en pair. C'est motiver et forcer un peu l'autre. Parce que j'imagine qu'il y a des jours où toi, tu n'avais pas envie d'écrire. On va prendre par exemple le chapitre sur les soft skills. Je dis qu'à un moment, le fait de se dire que vous preniez du temps à deux pour écrire sur le chapitre, ça te forçait un peu de dire on est dans l'exercice d'écriture du livre. Et du coup, ça te forçait un minimum à te remotiver pour l'écriture.
Donc, En tout cas, c'était un créneau réservé à chaque fois pour ça, et on savait qu'on était à deux, donc on pouvait pas faire défaut à l'autre. Bah ouais, c'est... ok, du coup, ouais, en fait, on parle beaucoup de... Enfin, moi, j'ai parlé de parallèle avec le code parce que de ce que tu me dis, bah, il y a du pair writing, enfin, du pair programming. Vous avez parlé de relecture, t'as parlé de relecture croisée, donc l'équivalent de relecture de code. J'imagine que bah, vous retravaillez vos différents chapitres à chaque fois avec les différentes relectures et tout ça. Donc là, on peut faire un petit peu un parallèle avec le refactoring. Mais après, concrètement, comment vous écriviez vous aviez un doc Google ou autre, un document partagé qui vous permettait d'avoir 160 Ouais. pages de... En tant que dev, en général, on est assez allergique aux outils bureautiques, que ce soit Word, Excel et compagnie. Donc on est parti dès le départ sur du Markdown. L'avantage, c'est que c'était purement textuel, donc ça permettait aussi de mettre de côté les problèmes de formatage, et comme ça on pouvait vraiment, pendant on va dire 80 à 90% du processus d'édition, on pouvait vraiment se concentrer uniquement sur le contenu et sur la structure, c'est-à-dire le plan. Et puis ça permettait aussi, comme c'est purement textuel, de s'intégrer facilement à notre GitHub. En fait, c'est là-dessus, c'était notre dépôt finalement partagé de tout le bouquin en cours d'écriture. On avait aussi mis en place une usine logicielle à partir de ça, parce que c'est vrai que quand on a du Markdown, c'est pas évident de se rendre compte du résultat, soit final, soit en cours d'avancement. Donc on a utilisé Pandoc en ligne de commande pour pouvoir générer, donc avec une simple commande, en quelques secondes, on pouvait générer à la fois le Word et le PDF. Et le Word qu'on générait, il utilisait le template fourni par l'éditeur. Donc ça permettait tout de suite, on voyait quelque chose d'assez proche. Alors ça, c'était pratique pour nous pour suivre surtout le nombre de pages. Parce que vous aviez un nombre de pages défini, genre, il fallait pas dépasser les 250 pages, ou à l'inverse, il fallait faire au moins 200 pages. Alors la cible de mémoire, c'était entre 250 et 300 pages. Ok. Donc on a été plus proche des 300 que des 250. Mais, et du coup, parce que du coup, vous travaillez pas du tout avec Word ou PDF, et du coup, vous travaillez directement, vous partagez sur votre GitHub, et derrière, en fait, vous génériez votre Word ou PDF que vous envoyez à l'éditeur pour qu'il fasse une relecture, des commentaires sur ce que vous aviez écrit, tout ça. Oui, on envoyait souvent un PDF oui, des fois un Word comme ça, il pouvait mettre ses propres commentaires dans le Word, et comme ça on reprenait, on réintégrait en Markdown dans notre GitHub. Alors moi je me suis senti un peu à la maison en écrivant, parce que toute l'écriture quasiment je l'ai faite dans IntelliJ avec le plugin Markdown installé, et puis comme ça roulait. De toute façon, IntelliJ ça permet de faire tout, Voilà. Ça permet même d'écrire des livres maintenant, on le saura. Et du coup, est-ce que, parce que je fais toujours le parallèle projet informatique, projet d'écriture, comment vous gériez l'avancement du livre en fait? Est-ce que vous y êtes chapitre par chapitre? Vous aviez, moi je fais un parallèle informatique, est-ce que vous aviez un board qui permettait de savoir l'état d'avancement du livre? Ouais, alors Dora avait créé une sorte de mini Kanban directement dans notre GitHub, et puis on avait des colonnes qui permettaient de dire dans quel état était tel chapitre, pas démarré, en cours d'écriture, écrit, en cours de relecture, et ainsi de suite. Et comme ça, on pouvait s'attribuer aussi les tâches, et puis on savait, ça nous permettait en tout cas de ne pas faire deux fois la même chose, de savoir qui était sur quel sujet. Mais alors du coup, est-ce que, comme vous étiez tous très craft, très clean code et tout ça, est-ce que ça a eu des impacts sur votre écriture, sur l'exercice d'écriture, dans le sens où vous disiez, on parlait de refactoring, de relecture croisée, tout ça, est-ce que des principes de clean code ont été utilisés sur l'écriture en fait du livre, sur l'exercice même de l'écriture?
Question difficile. En tout cas, sur les pratiques d'écriture collective et d'utiliser nos outils, et puis de chercher à avoir les meilleurs outils pour faire ça, oui, on en a utilisé. Après, ça m'est arrivé d'utiliser IntelliJ pour faire des recherches, pour utiliser un terme plutôt qu'un autre. Enfin, mais bon, ça, c'est des choses que j'aurais pu faire avec Word aussi. Mais quelque part, j'avais plus confiance dans IntelliJ. C'est un outil que tu connais, donc Voilà. tu fais beaucoup plus confiance à quelque chose que tu utilises au quotidien plutôt qu'un truc. Moi, personnellement, Word, je l'ouvre de temps en temps, par exemple, pour faire un plan de podcast, par exemple, celui-là. Sinon, je m'en sers jamais, en fait. Du coup, avec IntelliJ, je sais, et même pour écrire, si tu veux faire des copies remplacées, des trucs, des rechercher remplacés ou des trucs comme ça, moi, je les connais, les raccourcis. Ouais, Alors c'est que ça. sur Word... Et on sait comment ils fonctionnent et comment les utiliser pour pas qu'il y ait de faux positifs ou de faux négatifs. Et puis, non, sinon aussi, ce qu'on a fait le plus possible, c'est d'essayer de rester relativement neutre au niveau des enchaînements. De façon que s'il y avait besoin, on pouvait bouger certains paragraphes, en parler avant parce qu'on estimait que c'était plus pertinent, sans casser toute la structure. Ok. Un couplage faible entre chapitres, quoi. Ouais, et séparation des responsabilités. Exactement. Alors, on parlait des écrivains, des différents écrivains, mais c'était quoi la place de l'éditeur dans l'exercice du livre, en fait, enfin de l'écriture du livre? Est-ce que la place était, enfin, est-ce qu'il avait une grosse place, ou il était très très investi dans le projet, investi en temps et aussi au niveau contrainte pour vous, ou est-ce que vous étiez plutôt libre là-dessus? Comment ça se passait? Alors il y avait quand même un énorme suivi, mais sans qu'il soit trop intrusif. Donc ce qui se passait, c'est que tous les mois, on avait une réunion d'à peu près 1 heure avec notre contact chez l'éditeur, celui qui était en charge de notre bouquin. Et il nous aidait principalement à garder le cap et de voir si ce qu'on écrivait, c'était en accord avec la vision éditoriale aussi de Duno. Et puis il répondait à toutes nos questions pratiques, donc que ce soit sur des aspects logistiques, juridiques, etc. Comment ça allait se passer, combien il y allait y avoir d'exemplaires d'imprimés, comment allaient être gérés les droits d'auteur, enfin tout un tas de choses comme ça. Et puis là où c'était très utile aussi, c'est qu'il savait bien nous mettre la pression quand on avait tendance à trop procrastiner. Et ça, malheureusement, il y a eu un certain nombre de périodes de procrastination. Mais bon, je pense que c'est inhérent à pas mal de processus d'écriture. Donc voilà, il savait nous mettre des deadlines et nous relancer, nous demander où on en était. Donc je pense que ça a été assez salvateur aussi. Ouais, après, là, tu parles de procrastination, je suis l'expert là-dessus et je peux même pas imaginer, parce que on parle d'une écriture qui a duré. On n'a pas parlé de la durée de l'écriture, mais vous avez mis plus d'1 an à écrire? Ouais, on peut dire. Enfin, pour ma part, moi, j'ai participé au projet plus d'1 an et demi. Alors, moi, on m'a proposé de le rejoindre en août 2020. Et donc les derniers travaux, les derniers coups de peinture, ça a dû être aux alentours de janvier-février 2022 pour une parution qui était fin avril 2022. Mais après, à partir de fin janvier, c'était plus à notre main. Tout était prêt, en tout cas au niveau épreuve du bouquin. L'épreuve, c'est-à-dire c'est la dernière version avant impression. En effet, ouais, sur 1 an et demi, dire je vais procrastiner, ça peut pas marcher en fait. Il pouvait se passer des périodes de 1 mois, 2 mois où, pour ma part, j'avançais pas du tout sur le bouquin. Soit parce que j'étais occupé sur d'autres activités ou tout simplement pas d'inspiration, ce qui pouvait arriver. Et puis d'autres moments où pendant 1 à 2 semaines, sur mon temps libre, je faisais quasiment que ça. D'accord, ouais, parce que ça, on va en parler juste après, mais tu travaillais sur ton temps libre en effet. Mais pour rester dans le cas de l'éditeur, est-ce qu'il y a eu des soucis? Parce que du coup, toi, vous aviez votre repo très propre où tout le monde faisait des commits et tout. Mais derrière, lui, il bossait sur autre chose, du coup, sur le Word généré. Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait des coquilles? Parce que tu parlais justement de fournir un Word pour qu'il puisse mettre des commentaires sur le Word.
Est-ce que du coup il y a eu une divergence à un moment de dire le Word il est là, le GitHub il est là, je régénère du GitHub, c'est pas les deux Word pareils. Ouais, alors je crois qu'on peut parler d'un fork de projet à un moment, c'est-à-dire que jusqu'à fin 2021, on était bien tranquille avec notre Markdown et puis on intégrait toutes les modifs. Et puis après, ça a été à partir de octobre-novembre, ça a été relecture chez l'éditeur, mais relecture très pointue, hein, vraiment c'était vraiment au mot près, avec de nombreux allers-retours, échanges et tout ça. Et bon, on a eu beau leur présenter notre usine logicielle, leur montrer à quel point c'était facile à utiliser. Bon, ils sont restés hermétiques à ça, à l'ancienne avec Word. Mais bon, après, c'est normal. Nous, on a nos outils, ils ont leurs outils. C'est de bonne guerre. Voilà. C'est sûr, toi, si tu utilises une voiture et que tu montres à quelqu'un en le disant à quelqu'un qui est sur un cheval, la voiture, ça va quand même beaucoup plus vite. Il est habitué à son cheval, il continuera à faire Ouais, mais je pense que c'est même pas que ça. C'est que de notre côté, nous, ça avait l'air idéal, mais peut-être que ça prenait pas en compte ou on l'a pas vu les contraintes que eux ils ont et les problématiques qu'ils peuvent avoir. Et peut-être ça répondait pas à ces problématiques-là. C'est vrai. Donc, comme tu l'as dit, hein, nous, voilà, on est à l'aise avec nos outils. Notre expertise, c'est plutôt le craft. Eux, leur expertise, c'est l'édition. Donc voilà, on s'est un petit peu battu sur le sujet, puis on a lâché prise après. Tu te fais une raison tu te dis, bon, tant pis. Ça aurait été plus pratique, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, la conséquence négative de ça, c'est que on n'a pas eu le courage d'intégrer les corrections qui étaient faites depuis le Word, de les réintégrer dans le Markdown, parce que on a fait ça, en fait, on nous envoyait des corrections à faire. C'était limite pour le lendemain qu'il fallait les faire, donc on allait vite. Mais bon, si jamais on voulait faire une nouvelle édition, du coup, on repartirait pas vraiment d'un état qui est celui qui correspond à la prod. Ouais, en fait, vous faisiez des hotfix en prod directement sur le Word, quoi. C'est ça. Mais du coup, tu as parlé d'expertise dans le sens où votre expertise c'était le craft, leur expertise c'était l'édition, les livres. Mais est-ce que l'éditeur avait un expert qui permettait de faire qui permettait de mettre une validation sur ce que vous disiez, où il vous faisait assez confiance, et notamment Cyril, parce que c'était la personne qu'ils ont contacté sur le sujet pour dire en fait ce que vous avez produit, hein, on n'a rien à dire sur le fond, mais plus un peu sur la forme. Alors je pense qu'ils nous ont fait énormément confiance et aussi basé sur l'aura de Cyril. Après, eux, ils vérifiaient que ce qu'on racontait, c'était... Enfin, eux, déjà, s'ils arrivaient à comprendre ce qu'on racontait et si ça leur paraissait pertinent, je pense que ça leur suffisait, en fait. Et puis après, on peut toujours se poser la question, s'ils avaient eu un expert en craft de leur côté, peut-être que c'est lui qui aurait pu écrire le bouquin et pas nous. Enfin, je pense que... Après, je ne sais pas dans le détail comment ça marche, mais j'imagine que sur ce genre de sujet, ils sont obligés de faire confiance à un autre. Ouais, j'imagine. Bon, après, de ce que j'ai lu, les retours qui ont été faits, ils ont bien fait de vous faire confiance, hein. Mais, ok. Mais parce qu'on on l'a évoqué, des possibles difficultés, tu as parlé de motivation, des trucs comme ça. Mais si on rentre vraiment dans ces difficultés, les problèmes de motivation, comment ça se caractérisait? Enfin, c'était quoi au quotidien pour toi? C'est déjà de la fatigue parce que les moments où j'écrivais beaucoup, c'était, je profitais surtout des journées en télétravail. C'est-à-dire que entre le moment où je revenais de l'école après avoir déposé mes enfants et le daily en mission, voilà, j'avais entre 30 et 45 minutes pour écrire, donc j'en profitais. La pause de midi, j'essayais aussi de me ménager 1 heure à 1 heure et demie pour faire ça. Des fois un peu le soir, une partie des week-ends. On fait ça sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et puis au bout d'un moment, stop, on n'en peut plus en fait. Donc là, après, on laisse refroidir. Et puis des fois, il y a le doute aussi. Ça c'est le plus terrible, le doute. C'est quand on se dit, ouais, finalement, ce que j'ai écrit, c'est un peu de la merde, ou ça tient pas la route. Et
Des fois, on a envie de tout reprendre de zéro, ou des fois, juste on n'a pas le courage. Et donc, le mieux quand c'est comme ça, c'est d'appeler, c'est déjà de laisser reposer, et puis d'appeler les autres à l'aide en fait, en disant ouais, est-ce que j'ai écrit ça, est-ce que tu peux jeter un œil, et sans filtre, hein, dire ce qui va pas, mais au moins ça donne un cap pour redresser, parce que dans ce genre de situation, si on est tout seul à s'évaluer, en fait, on peut être notre pire ennemi en fait. Donc vaut mieux pas trop se faire confiance Après, là-dessus. tu en as parlé au tout début du podcast sur ce que ça t'a permis sur le quoi ça t'a permis de travailler. Tu as parlé du syndrome de l'imposteur. J'imagine que sur l'écriture du livre, t'écris un chapitre, si tu es à même d'avoir ce syndrome, comme tu disais, si tu te dis, ça doit être facile de se dire, en fait, ce que j'ai écrit, c'est pas fou, quoi. Enfin, après, tu l'as dit, tu parlais de motivation, d'appeler les autres pour avoir des critiques plus objectives que une critique par le prisme de ton syndrome de l'imposteur. Donc ça, c'est cool. Mais du coup, quand tu avais parlé tout à l'heure de l'éditeur qui vous mettait un peu la pression, qui vous mettait un peu la pression là-dessus, est-ce que ça n'a pas été un problème de temps en temps de dire l'éditeur il m'embête un peu à me dire vas-y, il faut que tu produises quoi. Il avait totalement raison, parce que sinon, je pense que on y serait encore actuellement, s'il nous avait pas mis la pression. Mais après, oui, c'était éprouvant. C'était pas facile pour ma famille aussi, parce que du coup, je leur disais, là, pendant plusieurs jours, je vais pas trop être disponible, je vais être à fond sur le bouquin, parce qu'il faut que ça avance. Et puis, heureusement qu'ils nous mettaient la pression, parce que nous, on avait aussi un souci de recherche de perfection, en fait. Du coup, moi, dès le début du projet, ça a été mon problème. Il fallait que ce soit pertinent, il fallait que ce soit agréable à lire, que ce soit pas trop chiant. Et puis, des fois, ça m'a obligé à acheter des paragraphes qui étaient très aboutis. Mais bon, parce que après, les autres auteurs travaillaient pas forcément comme moi. Eux, ils étaient plus en mode, ils jettent des idées à grosse maille, et puis après, en plus, les trous. Alors moi, en écriture, j'ai un peu du mal à faire ça. Toi, t'es plus à te dire je vais écrire ça, je vais faire tout mon paragraphe ou tout mon chapitre, et après Ouais. tu vas passer X jours dessus, et après tu vas relire et tu vas te dire du coup, syndrome de l'imposteur oblige, est-ce que c'est bien? Ouais. Et puis les connaisseurs diraient que je suis plus en inside-out sur le processus d'édition. Mais par contre, ça a été utile, parce que en à peine quelques mois, moi j'avais 2 chapitres dans un état très avancé. On a pu les donner à l'éditeur, et les retours de l'éditeur ont été plutôt bons là-dessus. Et je pense que ça a contribué à lui donner confiance aussi à l'éditeur sur notre capacité finalement à terminer le projet. Ok, mais parce que là tu parlais de perfection, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit il faut sortir un truc en l'état, tu vas faire un équivalent ou définir des bornes sur un chapitre pour faire un équivalent MVP, dire c'est bien de chercher la perfection, mais ce qu'il comme tu disais là, avec la pression de l'éditeur, il faut produire quoi. Donc j'imagine que comment vous définissiez des bornes d'écriture en fait? Est-ce que c'était le cas? Non, pas vraiment. Alors on avait un scope de ce dont on allait parler, ce dont on n'allait pas parler. Par exemple, pour toute la partie DDD, on s'est posé la question. Alors on était contraint par le nombre de pages. On s'est dit peut-être aussi par rapport, comme c'était un livre d'initiation, un tour d'horizon, on s'est dit est-ce que c'est pas déjà un peu trop avancé pour une cible plus junior. Donc voilà, on l'a mis de côté. Ça, probablement, ça a été une erreur, parce que du coup, dans les retours qu'on a eus, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit que ils auraient bien aimé voir quelque chose sur le DDD. Alors même si on parle de DD, on en parle, mais vraiment de façon très implicite. Ouais, après, tu peux toujours. Enfin, les gens ne seront jamais satisfaits totalement d'un ouvrage. Ils disent toujours il y a un petit coup de trop peu ou des trucs comme ça. Enfin, pas de trop peu, mais juste de pas assez. Après, c'est plutôt. Puis ça pourra jamais répondre parfaitement aux attentes de tout le monde.
Et alors, donc, pour revenir à ta question, à un moment, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un équivalent d'un MVP. Donc ça, ça arrivé mi-2021. Ça faisait déjà plus d'1 an qu'on était dessus. Il y a des moments, on n'en pouvait plus, vraiment. Et on se disait, bah, on patauge, on tourne en rond. Et puis, bah, ça tombe bien parce que c'est là que l'éditeur a décidé de nous mettre la plus grosse pression. Et donc, bah, en l'espace de 2 mois, on a vraiment terminé tout le reste, tout ce qui manquait. En fait, vous avez ouvert un petit peu la porte à l'éditeur en disant ah, on a un truc qui commence à arriver. Oui. Et du coup, il a mis le pied dans la porte et il a dit allez, je vous mets la pression, on va le terminer, quoi. Mais ok. Mais alors, là, comme on parle de difficulté, et c'est un truc que vous évoquez au niveau de votre livre, c'est l'egoless code, c'est-à-dire on s'attribue pas le code qu'on produit, en fait, c'est un travail d'équipe. J'imagine, est-ce que vous avez eu le problème de difficulté de remise en question de ta personne ou d'autres auteurs, ou en fait, comme l'exercice est quand même très contraignant, c'est pas comme si on fait une feature sur 1 ou 2 jours et derrière on prend un commentaire. Là, on parle de plusieurs jours, plusieurs semaines, possiblement plusieurs mois. Oui. Est-ce que du coup, il y a plusieurs choses à en dire en fait là-dessus. Alors effectivement, c'est arrivé parce que bah, on est très très pointu là-dessus. On était sans filtre sur les retours, en restant bienveillant bien sûr, mais en disant bah, si on n'était pas d'accord, on n'était pas d'accord. Si on trouvait qu'une partie était trop faible, bah, on le disait. Alors après, bah, comme on a investi beaucoup d'efforts dessus, c'est difficile à accepter parce que bah, c'est l'engagement qu'on a mis dedans. C'est pas, à aucun moment je me suis senti attaqué personnellement, mais bah, ça voulait dire derrière bah, beaucoup d'efforts à nouveau à remettre dessus pour corriger les choses. Alors moi c'est pareil, j'ai eu beaucoup de retours à faire sur certaines parties. Ce que j'ai fait, bah, c'est un peu comme je fais en revue de code ou autre. Bah, c'est que quand il y a des choses où j'étais pas d'accord, je proposais la réécriture qui allait avec à côté. d'accord. Et donc bah, ça passait beaucoup mieux. Parce que du coup, on enlève le côté, bah, faut se remettre dedans. Enfin, c'est pareil, hein, quand on fait une revue de code une semaine après et qu'il y a des retours négatifs, quand on est l'auteur du code, on n'a pas envie de s'y remettre. Hein, Ouais, c'est un peu ça. Enfin, en fait, je pense que de ce que tu dis, c'est plus ça vous embêtait de dire, bah, en fait, c'est pour faire un parallèle avec le développement, c'est plus tu sors une feature, tu y as passé beaucoup de temps, tu as galéré dessus. Niveau relecture de code, bon, ça s'est passé, mais après, tu as un retour des testeurs qui te disent ah, mais attends, ça a possiblement pas bien été compris, ça a été mal fait. Et du coup, tu te dis, c'est pas en mode mon code il est mal fait, c'est va falloir retravailler dessus, qui peut être difficile au niveau de la motivation. C'est plus ça que vous avez vécu en fait. Ouais. Et puis bah, ce côté, bah, quand on n'était pas d'accord, montrer aussi bah, ce qu'on aurait voulu plutôt que de dire bah, je suis pas d'accord et puis refait. Ça marche pas trop bien. Donc, Vous faisiez pas les commentaires, c'était pas juste c'est pas bien ou ça marche pas. Il y avait non, il y avait vraiment, c'était constructif. Ouais. Enfin, on essayait vraiment dans la mesure du possible. Et puis, bah, ce qui est à 5 auteurs, bah, on a aussi des styles différents. Donc, bah, des fois, on n'était juste pas d'accord au niveau du style. Alors, ce qu'on a fait après, bah, c'est essayer d'harmoniser le style aussi, donc en réécriture après. Ok. Mais alors, du coup, tout ça, c'est fini. Toutes les difficultés enfin, toutes les difficultés, non, parce que je sais ce qui va venir. Mais une fois que le livre est prêt, comment. Parce que moi, j'ai déjà eu, quand j'ai le peu d'articles que j'ai fait, on clique sur publier, et là, il y a le stress de se dire, j'espère que ça va être bien, quoi. Comment vous avez vécu ça, en fait, le fait de se dire, bah, en fait, c'est fini, on a un livre qui va être produit, bah, au niveau du retour des gens et tout ça. Alors, il y a eu plusieurs choses. Bah, déjà, quand on a reçu, quand on a vu la maquette avant impression, quand on a reçu nos premiers exemplaires pour nous, bah, il y avait un peu un côté, ouah, ça s'est concrétisé, et puis un peu le côté, un peu du mal à y croire en fait que bah, finalement, voilà, on avait réussi à produire ça. Et puis, bah, il y avait l'autre côté, effectivement, un petit peu
l'appréhension des retours. Alors je sais qu'avec Cyril, on a fait une discussion là-dessus où il nous disait que voilà, il fallait qu'on se blinde parce que ça se trouve, on aurait des retours très négatifs sur le bouquin. Après, tu dis ça, mais la communauté craft est très bienveillante dans le sens où quand on dit quelque chose qui ne va pas dans certains sens, il n'y a jamais de retour assez... C'est sûr, mais j'ai vu sur d'autres ouvrages de craft, par exemple sur Amazon, des commentaires qui n'étaient pas très bienveillants. Ouais, Vraiment pas. Donc voilà, on se disait que nous aussi, on pouvait s'en prendre. Bon, il se trouve que au final... on n'avait pas tant de raisons que ça de s'en faire parce que ça a été plutôt bien accueilli avec des retours très positifs où la plupart du temps on nous explique que finalement notre ouvrage il comble un manque. Donc, un manque qui n'est pas négligeable déjà, c'est que c'est un livre écrit en français. Aussi. Et j'avoue que lire un livre en français, c'est quand même moins fatigant que de devoir faire une traduction automatique dans mon cerveau à chaque fois que je lis les différentes phrases. Donc ouais, ça en fait c'était... déjà, avoir un livre comme ça qui est directement lisible et pas traduit, et possiblement qui perd des nuances, parce que en traduction, tu peux très vite perdre une chose qui est écrite d'une certaine façon, va l'être beaucoup moins dans une autre langue, et du coup c'est plutôt agréable de lire comme ça en fait. Et comme tu m'as dit que les retours étaient plutôt bons, c'est cool quoi. Et pour l'avoir lu, ça me surprend pas plus que ça, que ça soit très positif. Mais du coup, une question que les gens pourraient se poser, c'est comment, parce que du coup il y a tous les auteurs qui sont écrits sur la couverture du livre, comment vous avez défini cet ordre en fait? On s'est basé déjà sur la contribution de chacun. Ça a été une base, par exemple, pour calculer la répartition des droits d'auteur. Et puis, on s'est aussi basé sur ça pour définir l'ordre des auteurs. Et puis, le choix avait été fait aussi de mettre Cyril en premier. Alors, non pas qu'il n'ait pas largement contribué au bouquin, mais bon, déjà, il était à l'origine du projet. Et puis, du point de vue de l'éditeur aussi, comme il avait beaucoup plus de rayonnement sur le sujet, avoir son nom en premier, ça avait beaucoup plus de chances d'attirer des lecteurs potentiels. C'est sûr que si tu as quelqu'un qui est plus connu que quelqu'un d'autre, c'est mieux de le mettre plus connu dans le sens dans la communauté, ça a toujours une plus-value de le mettre en avant et que ce soit le premier nom qu'on lise quoi. Ok. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Merci de ta présence Arnaud, c'était super intéressant. Merci à toi de m'avoir invité. Puis c'était un bon moment. C'était un plaisir. Et on va faire un petit instant promo pour toi. Je sais qu'après l'écriture du livre, toi tu vas être amené à faire tu vas participer à la Devox. J'en parle comme ça, on sait jamais. Oui. Alors effectivement, avec Dora, on a proposé un sujet en début d'année et on a eu la bonne surprise d'être retenu. Donc on sera présent le matin du 12 avril à Devox FR pour proposer un atelier sur du refactoring de code legacy en appliquant des principes DDD. Voilà, c'était l'instant promotion. Ça reste cool. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés et à la prochaine fois pour un prochain épisode. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.